Bonsoir. L'émission de Crypta de ce soir reçoit pour vous le président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, UNU-Congo, Michel Njombo, avec qui nous allons parler de son mandat, nous allons parler aussi de tout ce qu'il a eu à accomplir et puis des perspectives de cette organisation patronale. Bonsoir, président Michel Njombo. Bonsoir. Alors, quel est l'état de lieu de votre organisation patronale? Écoutez, UNI-Congo, comme j'ai l'habitude de le dire, suit les mêmes cycles que l'économie. C'est-à-dire lorsque l'économie se contracte, lorsque les acteurs du secteur privé souffrent ou sont en difficulté, on le ressent tout de suite au niveau d'UNI-Congo, avec un nombre de problématiques qui nous sont remontées plus nombreuses, avec quelques cessations d'activité qui font baisser le nombre de nos membres, avec une dynamique dans les échanges entre nous et nos partenaires publics impactés par ce cycle économique. Et UNI-Congo n'y échappant pas, nous avons depuis 2014 eu une contraction, on va dire un pas de recul même dans la relation ou dans les échanges avec les pouvoirs publics où nous avons senti une distanciation. Et avec mon mandat est arrivée une volonté qui a coïncidé de redynamisation de l'écosystème économique, un accompagnement de nos adhérents et des sociétés du secteur privé vers la relance de leurs activités. Et le corollaire de la relance des activités, c'est la relance du dialogue. Et donc, il nous fallait aussi revenir auprès du gouvernement pour de nouveau exprimer notre volonté d'être un partenaire constructif du dialogue avec le gouvernement. Alors, c'est ce que vous avez pu faire. Il y a eu aussi, entre autres, dans le fonctionnement, dans votre mandat, il y a eu aussi la situation, la morosité de la situation socio-économique et financière, qui a influé aussi sur le fonctionnement des entreprises locales. Alors, qu'est-ce que l'UNI-Congo a fait pour rassurer, pour accompagner les entreprises membres de ces regroupements patronaux? Écoutez, nous sommes dans une économie qui est faiblement diversifiée. Et elle est donc tributaire des chocs exogènes qui lui sont imposés du fait de dépendre d'une matière première dont les prix sont fixés ailleurs et du fait de la faible transformation de cette matière première, on parle des hydrocarbures pour les nommer, et du peu de développement du tissu industriel local, ce qui fait que nous subissons très régulièrement des turbulences qu'il nous faut absorber. Au-delà de ces turbulences qui nous sont imposées par la conjoncture internationale, on a des sujets très importants au niveau national, des sujets autour de la disponibilité de l'énergie qui a un impact, ou plutôt de son indisponibilité, qui a un impact sur les coûts de production. On a divers sujets également autour de la fiscalité dans certains secteurs. On a un certain nombre de réformes qui ont été prises de notre point de vue dans certains secteurs de façon un peu brutale. Donc ce que nous avons fait pour nos adhérents, c'est porter un certain nombre de plaidoyers pour qu'ils puissent absorber les chocs liés à l'économie en allégeant un certain nombre d'éléments de fiscalité, en améliorant la fiscalité dans certains secteurs, en faisant évoluer aussi le cadre, on va dire, de la relation avec certaines régies qui étaient un peu, on va dire, qui mettaient de la pression sur les entreprises. Donc, on a établi un dialogue assez constructif. Je pense par exemple à la Direction générale des impôts, dont on disait elle exerçait beaucoup trop de pression sur les sociétés, et on a intervenu régulièrement, on a discuté régulièrement avec la DGID pour rendre un peu plus prévisible le cadre fiscal. Ensuite, dans certains secteurs, on intervient régulièrement pour faire des propositions, donner des suggestions pour les réformes qui sont entreprises, pour nous assurer que ces réformes ne viennent pas rajouter à la morosité ambiante, ne viennent pas détériorer encore plus les conditions d'exercice des activités des entreprises établies au Congo. J'ai quelques secteurs comme ça à l'esprit, on pourra éventuellement les évoquer. Mais oui, vous pouvez les évoquer. Le secteur de la forêt, par exemple. Le secteur de la forêt, nous sommes montés au créneau de façon très régulière parce qu'il y a eu un certain nombre de réformes qui, d'abord, ont interdit l'exportation de bois non transformé, et ensuite qui ont voulu mettre en place le partage de production. Et cette réforme-là, ou la façon que cette réforme a été en train d'être menée,
était de notre point de vue assez symptomatique des difficultés que nous avions. Mais je pense qu'on est en train d'en sortir, des difficultés que nous avions dans le dialogue public-privé, où un certain nombre de réformes étaient mises en œuvre sans toutefois en mesurer l'impact économique, l'impact sur l'activité, l'impact sur l'emploi, et des fois même dans la recherche de maximisation des recettes, quelque part on dépouillait certaines institutions pour en habiller d'autres, c'est-à-dire qu'on croyait avoir généré des recettes en plus, sauf qu'on avait une baisse de l'emploi, donc une baisse potentiellement des cotisations sociales, des impôts sur les salaires, etc. Et donc, si Unicongo est intervenu en particulier sur certaines de ces réformes, c'est aussi pour remettre au centre de la réflexion cette nécessaire analyse de l'impact socio-économique des réformes que le gouvernement entreprend. Mais tout en faisant cela, nous avons toujours insisté pour nous présenter comme une force d'opinion constructive, une force qui participe à la recherche de solutions plutôt qu'une force presque, je dirais, réactionnaire qui vient s'opposer aux mesures. Concrètement, dans ce secteur-là, avez-vous trouvé, dans le secteur forestier, avez-vous trouvé gain de cause? Je dirais que nous avons incité le gouvernement à étudier de façon plus attentive la réforme, en particulier, j'ai à l'esprit celle du partage de production. Jusqu'à aujourd'hui, la réforme n'a pas été mise en œuvre. C'est bien que notre voix ait été entendue pour que le gouvernement réfléchisse de nouveau à comment mieux mettre en œuvre cette réforme. Ça fait 2 ans déjà que la réforme a été mise sur la table, elle n'est toujours pas appliquée. Et il y a eu une étude de fait sur la faisabilité du mécanisme de partage de production. Nous en attendons les conclusions, mais nous étions à 2 doigts à ce que cette mesure soit appliquée presque, on va dire, au forceps. Et notre intervention a fait que cette mesure soit de nouveau réévaluée, revue, voilà. Mais il y a d'autres exemples. Vous savez aussi que le secteur privé que je représente est autour de table de la CAMU, la Caisse d'assurance maladie universelle. Justement, on va en parler, oui, tout à fait. Sujet très important. Et là encore, le secteur privé essaye d'être celui qui apporte un peu la réflexion sur la méthode utilisée, peut-être en encourageant à prendre un pas de recul, à changer d'approche. C'est très souvent ce sur quoi nous essayons de plaider. Votre approche consiste notamment à faire quoi? Sur la CAMU en particulier? Sur la CAMU en particulier, oui. Sur la CAMU, écoutez, la CAMU, dans notre esprit, aurait dû être une couverture assurance maladie pour les personnes qui ne sont pas en capacité de se soigner, qui ne sont pas en capacité de payer leurs soins. Et donc, ça aurait dû être pour les personnes vulnérables, pour les retraités, éventuellement pour les gens qui sont dans l'informel. On aurait pu élargir aux étudiants, un certain nombre de catégories. Mais de notre point de vue, il y a eu une erreur de fait dans le ciblage et on a voulu rendre cette caisse d'assurance maladie, on a voulu la rendre universelle. Et la difficulté de la rendre universelle, c'est que elle toucherait également un pan de la population qui est déjà couvert ou qui a les moyens de financer sa santé. À cela, on nous a opposé au moment où les discussions avaient lieu le fait que c'était aussi quelque part une caisse qui appelait à la solidarité nationale. C'est-à-dire que si vous considérez que vous êtes en capacité de payer votre santé, considérez donc que la cotisation que vous faites est une cotisation pour payer la santé de gens qui ne peuvent pas, eux, se soigner. Or, de ce postulat, on part que ceux qui ont les moyens de se soigner sont capables de cotiser suffisamment pour couvrir les besoins de toute la population. Or, en faisant une analyse très simple du business model de la CAMU, on se rend compte que si l'État, en tant que cotisant pour les personnes dont il a la charge, ne cotise pas, la CAMU ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est un sujet sur lequel on a alerté à plusieurs reprises, la viabilité de la caisse si seules les personnes en capacité de cotiser dans le secteur privé étaient les seuls cotisants. La viabilité de la caisse est totalement remise en cause et on le voit. La CAMU a du mal à démarrer parce que, on va dire, les pouvoirs publics n'ont pas encore fini l'enrôlement de tous les fonctionnaires, de tous les retraités, de toutes les personnes vulnérables dont ils ont la charge. Voilà, donc c'est la difficulté principale, c'est qu'aujourd'hui, la CAMU telle qu'elle est en train d'être déployée... le patronat devait intervenir dans la CAMU, la mise en œuvre de la CAMU? Écoutez, nous on plaide pour que pour toute mesure, dès la réflexion initiale, nous soyons autour de la table pour pouvoir éventuellement faire des propositions, pour intervenir sur la réflexion sur le modèle même de fonctionnement, pour pouvoir éventuellement, lorsqu'il y a lieu,
alerter sur des difficultés dans la mise en œuvre potentielle une fois que la mesure sera mise sur la table. Parce que je disais un mot tout à l'heure, j'ai utilisé un mot pour dire que nous ne sommes pas réactionnaires. Le mot réactionnaire est important. Lorsque vous n'êtes pas à la table de discussion au début et qu'on veut passer une réforme au forceps et que vous réagissez, vous êtes dans la réaction. Vous pouvez être perçu comme étant quelque part une force de revendication permanente, de réaction. Vous êtes toujours en train de vous plaindre de mesures. Or, si des mesures sont co-construites, vous n'étiez pas associé pas du tout. Et dans les négociations, dans la faisabilité, dans les pourparlers, tout ce qui était tractation concernant la mise en œuvre de la CAMU. Pas du tout. Même pas, vous allez même vous étonner. Aujourd'hui, parmi les parties prenantes, il y a les FOSA, les formations sanitaires. Même les formations sanitaires n'étaient pas dans les discussions initiales. Il y a aujourd'hui certaines parties prenantes, les assurances santé privées. Les assurances santé privées n'étaient pas non plus dans les discussions. Et ça, c'est un élément sur lequel on doit revenir. Très souvent, nos partenaires publics considèrent que, à arriver au bout du processus de structuration des mesures, au moment où la mesure sont appliquées, on vous appelle dans la salle, on fait une très large communication et on considère vous informer. Voilà, et on considère qu'on vous a fait entrer dans le processus. Non, vous nous avez informé que la réforme est en train d'être mise en œuvre. C'est pas la même chose. Voilà. Mais une fois que j'ai dit ça, tout de même, il faudrait être juste et dire que on sent une prise de conscience de cela. On a prise de conscience de l'importance de nous intégrer, oui, des pouvoirs publics, de l'importance de nous intégrer dans le processus de réflexion. On a de plus en plus de sollicitations. On a été, par exemple, sollicité sur la Charte nationale des investissements qui est en train d'être revue, pour laquelle je dois dire tout de même que c'est nous qui avons porté le plaidoyer pour sa refonte. Et on a été sollicité pour contribuer. On a très largement contribué. On a la loi des finances sur laquelle on était régulièrement consulté mais jamais écouté. Je dirais que c'est la première loi des finances depuis quelques années, depuis que je suis actif dans le secteur privé, où des doléances du secteur privé ont été prises en compte. Voilà, donc je ne serais pas juste si je ne pouvais que me plaindre du fait que dans le passé, on n'ait pas été écouté, pas été associé à la réflexion, alors que maintenant, on sent qu'il y a un certain nombre de réformes. Il y a cette dynamique là où on associe les partenaires privés dans les négociations. Très clairement. Après, j'aimerais attendre un peu pour me rassurer que c'est pas une question de personne. C'est-à-dire que c'est pas certains des interlocuteurs que nous avons aujourd'hui qui sont particulièrement à l'écoute. Il faudrait que ça aille au-delà des personnes, que ce soit institué comme une pratique normale. Voilà, donc on verra dans les mois à venir est-ce que cette pratique s'institue, s'ancre dans les habitudes. Est-ce qu'aujourd'hui l'État peut-il compter avec les partenaires publics pour la diversification de l'économie congolaise? Écoutez, vous voulez dire les partenaires privés? Les partenaires privés. Le secteur privé est le premier employeur du pays. Donc, nous avons la voix prépondérante. Lorsqu'on pose la question telle que... combien, président il y a environ 400 000 personnes qui cotisent à la SNCS. Dans ces 400 000 personnes, vous enlevez les quelques sociétés publiques, la EKRC, la LCDE, Congo Télécom, bien que on n'a pas de raison en réalité de les enlever parce que c'est des sociétés de droit privé. Aujourd'hui, ce sont des SA. Mais considérant des sociétés qui ont de l'actionnariat purement public, à la louche, je dirais, vous enlevez 50 000 cotisants qui sont liés à ces sociétés. Les 350 000 autres sont en quasi-totalité des employés des sociétés adhérentes d'Unicongo. Voilà. Donc, nous sommes partie prenante. Ensuite, nous incitons nos adhérents à faire une mue vers la production locale. On a par exemple des commerçants qu'on encourage très fortement à se muer en industriel. On a quelques exemples très concrets où on avait des importateurs de farine qui ont créé une minoterie, qui sont devenus des importateurs de blé. On ne peut pas ne pas importer du blé malheureusement parce qu'il ne pousse pas au Congo. Donc, mais il y a au moins cette transformation locale pour avoir de la farine transformée localement. On en a d'autres qui étaient des importateurs de savon, qui ont créé des usines de savon et qui aujourd'hui produisent à Pointe-Noire. J'ai un adhérent à l'esprit. Il y a une société que j'ai visitée il y a 1 mois et demi qui est dans le sud de Brazzaville, qui produit 12 millions
je dis bien 12 millions, dans 1 million par mois, 12 millions de chaussures en plastique, des tongs, des claquettes, etc. Des seaux, des chaussures, des tables, des chaises, tout type de produits plastiques. Donc, c'est une usine de plasturgie. Pourquoi je le mentionne? Pourquoi je vous dis le chiffre de 12 millions? 12 Quand on réalise 12 millions par mois. Voilà, 12 millions, ça veut dire que chaque Congolais peut acheter auprès de cette usine 2 chaussures par an. Et ils sont en capacité de les fournir. Vous voyez un peu le volume de production. Mais pourquoi je le mentionne? Mes adhérents qui sont basés à Pointe-Noire, qui sont dans la plasturgie, pendant des années se sont plaints que il y avait la concurrence du marché de la RDC. Il fallait qu'on réfléchisse à comment agir pour limiter les importations. Mais quelque part, on s'est dit, si on a des importations du marché de la RDC, si elles sont faites légalement, en payant la douane et qu'elles restent moins chères, le si est très important, mais imaginons qu'elles sont faites légalement et qu'elles sont moins chères, ça veut dire que quelque part la production locale n'est pas compétitive. Et ben cet acteur-là est monté à l'échelle en produisant de tels volumes qu'il a descendu ses prix grâce à un effet d'échelle. Et aujourd'hui, il est plus compétitif que certaines petites usines en RDC. Et il n'y a quasiment plus d'importation de plastique au Congo et en particulier à Brazzaville. Pourquoi? Parce qu'il a inondé le marché et il me dit que maintenant, 40% de sa production est exportée à Kinshasa. Oui. Ouais, donc il y a un grand marché en voilà, face. Oui, tout à fait, il faut savoir en profiter. Oui. Donc il y a une dynamique. Je suis assez à l'aise quand on parle de diversification de l'économie sur la volonté des sociétés du secteur privé d'agir. Maintenant, là où on est un peu moins à l'aise, c'est qu'il y a encore des éléments dans l'environnement des affaires, dans le cadre réglementaire, dans la visibilité dans l'évolution du cadre réglementaire. On veut s'assurer que lorsqu'on commence à exploiter dans certaines conditions, qu'on lève des financements avec un business model, avec un retour sur investissement planifié, que pendant l'exécution de son projet, que les conditions ne changent pas au point de remettre en cause votre rentabilité. Et c'est sur ce sujet-là, des fois, que on a quelques mauvaises surprises sur lesquelles il nous faut encore travailler avec le gouvernement pour nous assurer que on assure une certaine pérennité de l'activité économique. Mais la pérennité de l'activité économique est butée à quoi? Quels sont les facteurs qui entravent la pérennité, Écoutez, notamment dans le secteur privé? Vous avez des fois des codes Oui. qui sortent, donc une loi qui sort et qui peut dire que de nouvelles conditions vont s'appliquer dans un secteur et remettre en cause les conditions qui existaient, et des fois de façon très importante. Il y a par exemple un code minier qui est à l'étude en ce moment, qui va être adopté bientôt, qui introduit le partage de production dans le secteur minier. On voit certes que le secteur minier a peine à démarrer, mais il y a des sociétés qui ont déjà démarré. On a par exemple Soremi, on a Louyen des Mines, on a Cominco qui est prêt à démarrer, on a Ulsan à Mayoko qui est en train d'étudier la possibilité de rénover le CFCO, investir. Ils ont levé d'ailleurs des fonds à l'international pour commencer à rénover le CFCO pour exploiter. Mais là, on va adopter un nouveau code qui introduit maintenant le partage de production. Le partage de production, sans rentrer dans le fond pour dire c'est bien ou c'est pas bien. On peut simplement dire que lorsque vous avez prévu un business model où vous ne partagiez pas votre production avec les pouvoirs publics et maintenant vous devez le faire, ça remet en cause la rentabilité du projet. Il faut s'assurer que et au ça a départ, toujours du dans sens. ce secteur-là, on n'avait pas prévu ce mécanisme Non. de partage de Non, production. c'est une volonté, on le sent bien dans le secteur extractif, d'introduire le partage de production dans tout. Mais encore une fois, il est important parce que les pouvoirs publics ont le droit de faire évoluer le cadre réglementaire et on ne peut pas s'y opposer. C'est le droit régalien de l'État de poser le cadre et de le faire évoluer. C'est normal dans la vie d'un État et de son économie que le cadre évolue. Simplement, il faudrait à chaque fois que les nouveaux codes sont pris, qu'on réfléchisse aux éléments dans ce code qui pourraient potentiellement être destructeurs pour l'activité existante. Et vous souhaiteriez qu'on vous associe Évidemment, en amont? Ça s'impose. Ça s'impose. Ça s'impose. Et aujourd'hui, jusqu'alors, vous êtes toujours buté à cet état de fait, là où l'État prend seul les décisions et vous invite seulement pour vous en informer qu'on a pris telle décision dans tel secteur d'activité. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver le juste milieu entre les pouvoirs publics et puis le secteur privé? Il faut que nous continuions à porter ce plaidoyer de la nécessaire implication du secteur privé dans les discussions en amont. C'est un plaidoyer simplement, comme je le fais sur votre plateau, porter ce plaidoyer sur l'importance d'impliquer le secteur privé, le faire inlassablement jusqu'à ce que ça s'intègre dans les pratiques, comme je le disais tout à l'heure. Et à un moment aussi, je n'arrête pas de dire d'ailleurs que
nous sommes constructifs. Nous voulons faire des propositions constructives. À un moment, nous étions perçus, je le disais tout à l'heure, je reviens dessus, désolé de me répéter, mais oui, presque comme une force réactionnaire, comme si on s'opposait à tout, comme si on tirait un peu trop la couverture à nous. Je l'ai évoqué à plusieurs occasions, Unicongo subissait aussi le mauvais procès de représenter un peu trop l'intérêt des grandes firmes internationales et pas suffisamment l'intérêt les firmes locales, nationales. Voilà, je ne sais pas trop parce que c'était un procès qui nous était fait qui était illégitime. Et c'est pour ça que je porte le plaidoyer auprès de nos partenaires que vous avez aujourd'hui un fils du pays qui est à la tête du patronat. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez de plus en plus de sociétés congolaises. Les sociétés répondent à notre appel. De plus en plus de sociétés congolaises membres d'Unicongo. 52 ou 53% des sociétés membres d'Unicongo ont moins de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. On peut grosso modo les classer comme étant des TPE-PME. Un peu plus de la moitié. On arrivera assez rapidement à 60%. Pourquoi? Pas seulement dans une volonté d'élargir tous azimuts, mais aussi parce que pour porter de façon valable la voix du secteur privé, il faut avoir toute taille de société dans tous les secteurs. C'est pour ça qu'on mène cette ouverture. Et donc, ce plaidoyer sur notre représentativité aussi est important pour dire au secteur public, attention, nous ne sommes pas que les avocats d'une typologie de société, nous représentons l'ensemble du tissu économique congolais formel. Voilà, et ces plaidoyers sont de plus en plus entendus. Donc, je le répète, ils sont de plus en plus entendus. Mais dans certains cas, il y a comme un effet d'enfermement. Soyez plus explicite. Oui, je vais vous l'expliquer. C'est à l'exécutif de prendre des lois. Oui. Et elles s'appliquent à tous, donc vous n'avez presque pas d'opinion à donner. Or, dans certaines lois, on comprend bien que ça dépend vraiment que des prérogatives régaliennes des pouvoirs publics. Mais il y en a d'autres où l'impact est tellement large qu'on ne peut pas raisonner comme ça sur les prérogatives, le périmètre, sur des fois des questions de personnes et de positionnement personnel. On travaille pour le bien commun, qu'on soit du côté des pouvoirs publics ou du côté du secteur privé. Et cela, on a quelques interlocuteurs dans l'exécutif qui le comprennent et qui, du coup, qui nous sont assez ouverts. Et aujourd'hui, vous êtes en train de déballer toutes les contraintes auxquelles le patronat, tout ce qui évolue dans le secteur privé, les acteurs du secteur privé sont confrontés. Est-ce qu'il y a lieu de dire qu'il y a des fondements, on est en train de baliser des chemins vers d'assainir le cadre macroéconomique du pays, le cadre, voilà, pour permettre aux autres de venir, aux Congolais qui sont encore hésitants, de se lancer dans ce secteur porteur? Il y a clairement de la volonté. Il y a clairement de la volonté d'assainir. Par exemple, je disais la Charte nationale des investissements qui est en train d'être fondée, l'écoute que nous avons eue sur la loi des finances. Rien qu'un exemple. Il y avait depuis quelques décennies au Congo une mesure qui était le contrôle aux frontières du quitus de la SNCS, c'est-à-dire que vous deviez prouver avant de quitter le Congo que vous aviez payé votre SNCS. Or, il arrive des cas où vous payez régulièrement votre SNCS, vous subissez un contrôle la Caisse nationale de sécurité sociale. Caisse nationale de sécurité sociale. Vous subissez un contrôle, on veut vous redresser, vous êtes dans la discussion, peut-être vous allez même en contentieux pour remettre en cause un redressement qu'on tente de vous faire, mais dans cette situation-là, on ne peut pas vous donner le quitus SNCS parce que on considère que vous n'êtes pas en règle avec la SNCS, vous êtes dans une discussion sur un contrôle. Et ça veut dire qu'un chef d'entreprise qui est dans une discussion avec la SNCS ne peut plus quitter le territoire, un peu comme un criminel. C'est terrible, c'est terrible. On a des cas concrets, peut-être que ça paraît comme ça être une vue de l'esprit. On a dans le secteur minier le patron d'une entreprise sud-africaine qui est venu au Congo en visite à sa société, donc la filiale au Congo, qui a eu des problèmes à l'aéroport pour quitter le territoire. Quelqu'un qui, dans son pays, est un acteur respecté, qui a une grande société, un fonds d'investissement, il arrive au Congo et quand même malotru, on le bloque à l'aéroport. C'est pas sérieux. Et donc, les autorités sont conscientes de ça, elles nous ont écoutés, c'est un plaidoyer qu'on portait depuis plusieurs années, et grâce à la loi des finances, il y a eu une levée du contrôle aux frontières sur ce qui grâce à votre implication. Grâce à notre implication. Oui. Et encore une fois, nous disons bien que nous ne remettons pas en cause le fait que la SNCS doit s'assurer que tous les contribuables sociaux sont en règle avec elle.
Mais c'est ce contrôle à l'aéroport qui criminalise presque les hommes d'affaires qui voyagent, qui nous dérangeait très profondément. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais rencontré ailleurs, qu'il y a peut-être dans d'autres pays, mais qui me dérangeait pour mon pays. Et l'exécutif nous a écoutés là-dessus. Donc, on est assez satisfait. Il y a d'autres mesures, il y a d'autres mesures comme ça. Par exemple, la fiscalité dans les télécoms, qui commençait de plus en plus à étouffer le secteur des télécoms. Les opérateurs téléphoniques sont montés au créneau, sont venus nous voir pour qu'ensemble, on aille défendre le sujet à l'Assemblée nationale. La commission